Très bien. Eh bien, bonjour à tous. L'objectif de ce webinaire est de vous faire rêver, de vous faire découvrir les punaises et de vous faire rencontrer ce monde un peu mal aimé et qui pourtant est assez passionnant. Du coup, pendant tout le webinaire, vous allez pouvoir poser des questions, comme Léna a dit, mais je vais pouvoir aussi lancer quelques petits quiz, quelques petits sondages. Et moi, je suis curieuse de savoir avant qu'on commence ce webinaire, quelle est votre première impression quand on parle de punaise? Alors, juste avant, on me dit que le chat est désactivé. Donc, personne ne peut parler dans le chat. Normalement, je viens de l'activer. Ok. Voilà, super. Résolution des problèmes en direct, si c'est pas beau ça. Alors, je vois que du coup, il y a surtout pas mal de personnes qui ont un a priori assez positif ou plutôt positif pour les punaises. Ah, on a quand même quelques réticents, ce qui est cool, parce que du coup, on va pouvoir en discuter. Faut pas hésiter à le dire, hein, c'est pas une honte, il n'y a aucun problème à ça. Et j'espère justement pouvoir résoudre un peu les petits conflits que vous pouvez avoir avec les punaises. Je laisse encore quelques secondes, histoire que tout le monde ait le temps de répondre. Allez, on va commencer ce webinaire. On a quand même une grosse majorité de personnes qui aiment les punaises. Et je vais pas vous faire changer d'avis et on va continuer sur la lancée. Du coup, pourquoi s'intéresser aux punaises? Tout d'abord, c'est un groupe qui est extrêmement diversifié. Il y a à la fois une grande diversité de formes, mais aussi de couleurs, d'écologie et de méthodes de prospection très variées qu'on va voir tout au long de cette conférence. On a certaines familles aussi qui, contre toute attente, sont assez accessibles, qui peuvent être identifiables directement sur le terrain ou même sur une photo. Donc, il ne faut pas hésiter justement à essayer de photographier ces beaux insectes pour chercher à les identifier. Il y en a qui sont très faciles à identifier. On a également de nombreuses documentations qui sont disponibles, des livres, mais aussi des articles qui nous permettent d'avoir des informations sur leur écologie ou pour les identifier. Et en plus, c'est un groupe qui est encore peu connu, donc il y a plein de découvertes et d'apports de connaissances importants à faire, et donc c'est très gratifiant de travailler sur ce groupe. Mais qu'est-ce qu'une punaise? On va faire un petit rappel rapide de la classification. Donc, les punaises, ce sont des arthropodes qui ont un corps segmenté et des pattes articulées. Et là, je vous ai mis les 4 grands groupes qui sont parmi les arthropodes. Donc, on a les chélicérates qui ont 8 pattes, les myriapodes qui ont entre 18 et 354 pattes, les crustacés qui ont 10 à 14 pattes et les hexapodes qui ont 6 pattes. Nos punaises font partie des hexapodes qui ont 6 pattes. Il suffit de savoir compter les pattes, c'est très pratique. Et chez les hexapodes, chez les insectes, on a l'ordre des hémiptères qui se reconnaissent car ils ont un rostre piqueur-suceur. On va le voir par la suite, mais du coup, ce rostre, c'est ce qui leur permet de s'alimenter. C'est ce que vous pouvez voir ici sur les photos. Donc le rostre permet de piquer la nourriture et de l'aspirer, d'où le terme piqueur-suceur. On a 4 sous-ordres chez les hémiptères. Autrefois, c'était 2, mais la classification a changé et ce qu'il faut retenir maintenant, c'est ces 4 sous-ordres. On a tout d'abord les sternorynques, qui sont représentés par les pucerons et les cochenilles, les fulguromorphes, qui sont représentés vraiment par les têtes d'aliens. Il n'y a pas de meilleure définition que ça. Les cicadomorphes, ça va être un groupe que vous connaissez plus, avec les cicadelles, les membracides, les cigales et compagnie. Et les hétéroptères, ça c'est le groupe qui nous intéresse ce soir, puisqu'il représente la totalité des punaises. Donc, comment on reconnaît une punaise? Eh bien, en fait, ça se reconnaît très facilement grâce à la première paire d'ailes. Celle-ci est à moitié coriace, à moitié rigide, solide, et à moitié membraneuse, donc flexible. Ce qui fait que, comparé aux coléoptères, par exemple les scarabées, les coccinelles, qui ont leur première paire d'ailes très solide, qui permet de protéger la seconde paire d'ailes, les punaises, elles, leur première paire d'ailes, ça sert à la fois de protection et à la fois pour voler. Ce qui donc permet de dire que les punaises sont nettement supérieures aux coléoptères et que ce sont des insectes incroyables. Ceci étant dit, un peu de vocabulaire, ce qui est important de regarder chez les punaises, c'est le pronotum, qui est ici, derrière la tête, le scutellum, qui est présent chez de nombreux insectes, qui est ce triangle que l'on peut voir derrière le pronotum, et le connectivum, qui sont les côtés de l'abdomen. Donc ça, c'est les termes un peu importants pour voir les punaises. Attention, par contre, le scutellum n'est pas toujours un petit triangle. Parfois, il recouvre la quasi-totalité de l'abdomen,
Et on peut voir que l'abdomen ici en violet dépasse sur les côtés. L'aile, la première paire d'ailes est en bleu et quasiment cachée entièrement dessous. Et donc le scutellum, là, sert à la fois à protéger les deux paires d'ailes. Et c'est le quiz. On va voir si vous avez bien suivi et si vous savez reconnaître les punaises. Alors, je vais lancer le petit sondage. Alors, punaise or not punaise, à votre avis? Voilà, vous êtes rapide. Ouh, c'est serré les votes. Ah. On a donc les 2/3 des personnes qui pensent que c'est une punaise. Et bravo à vous. En effet, c'est bien une punaise. Donc pourquoi c'est une punaise? En fait, là, on a du mal à voir les mélitres, c'est vrai, mais c'est bien une punaise. C'est ce qu'on appelle communément les araignées d'eau. Mais si on compte le nombre de pattes, ce sont bien des punaises puisqu'on a en fait 6 pattes. Là, la première paire de pattes est cachée dessous et est toute petite. Donc ce que vous voyez sur les mares, les étangs ou les rivières, ce sont bien des punaises, même si elles sont appelées araignées d'eau. Alors, insecte suivant, punaise or not punaise? Ah, beaucoup plus de noms. Je laisse encore quelques secondes le temps que tout le monde réponde et donne son avis. Donc, on a 80% des personnes qui pensent que ce ne sont pas des punaises. Hélas, la réponse était que c'était aussi une punaise. Je vous ai montré tout à l'heure un exemple de scutellum qui recouvre tout l'abdomen. Et en effet, on a bien cet aspect carapassonné qui ressemble un peu à un scarabée. En fait, c'est le scutellum qui recouvre tout l'abdomen et qui a cet aspect très luisant. En fait, là, on ne voit pas du tout les ailes qui sont cachées. C'était donc certes une question piège, mais c'est bien une punaise. Attention, insecte suivant. Punaise or not punaise? Regardez bien les ailes. C'est plus serré. Il y a 2/3 de personnes qui pensent que c'est une punaise. Et en effet, si on regarde les ailes, donc les ailes, je vous les montre ici, on a la partie coriace ici, et ensuite la partie membraneuse ici. Donc ce qui fait que bien que la forme ne corresponde pas à l'idée qu'on se fasse d'une punaise, c'est bien une punaise. Attention, insecte suivant. C'est l'avant-dernière. Plus que 2 chances. Bon, cette fois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont fait avoir. On a les 3/4 des personnes qui ont dit que c'était une punaise et en effet, c'en est une. En fait, là, on voit que les hémélitres, la partie coriace, elle est toute petite. Elle est juste ici. Et ensuite, la partie membraneuse est beaucoup plus grande, beaucoup plus proéminente. Donc, c'est normal de se faire piéger. Et attention, une dernière pour la fin. Punaise or not punaise? C'est la dernière photo. De nouveau, les 2/3 des personnes qui pensent que c'est une punaise. Et en effet, c'était aussi une punaise. On voit ici la partie coriace qui est un peu différente que la partie toute membraneuse, toute brillante. J'espère qu'avec tout ça, j'aurais pu vous montrer que les punaises ont des formes très diversifiées. Et je vais vous expliquer un peu maintenant de l'écologie et des anecdotes. C'est pour ça qu'on est là quand même. Déjà, où est-ce qu'il y en a sur Terre? On a dans le monde 45 300 espèces de punaises, ce qui est assez conséquent, pour en France 1400 espèces. Ça en fait donc le 5e ordre le plus diversifié. C'est derrière les coléoptères, donc scarabées, coccinelles et compagnie, les diptères, donc les mouches, les cirfes, les moustiques, les hyménoptères, abeilles, guêpes, fourmis et compagnie, et les lépidoptères, donc les papillons. Et à votre avis, où est-ce qu'on peut les trouver? À votre avis, où est-ce qu'on peut trouver les punaises? Dans quel type de milieu? Alors, il y en a pas mal qui disent de partout. Dans les prairies, ouais. Dans les forêts, dans les milieux humides, dans les milieux forestiers, dans les maisons. Il y a des aquatiques, ouais, c'est bien d'y avoir pensé. Dans les lits, oui. Il n'y a qu'une seule espèce, mais en effet, ça fait partie des milieux.
sur les végétaux, par terre, sur les fleurs. Eh ben, vous avez tous raison. En effet en effet, on peut les trouver à des milieux extrêmement variés. On va les trouver aussi bien en prairie et en forêt que haut en altitude dans les montagnes. On va également avoir des espèces aquatiques qui peuvent être sous l'eau, sur l'eau ou sur les berges des lacs. On a même une espèce en France qui vit sur le bord de mer, sur les zones rocheuses de bord de mer qui se font recouvrir à chaque marée et qui du coup se vivent dans les interstices des rochers et vivent sous l'eau une bonne partie de la journée à chaque marée. On a même quelques espèces qui sont connues du Groenland et du désert. Si on zoome un peu sur la France, on va, comme vous l'avez précisé, en voir dans différentes prairies, donc de la prairie très humide jusqu'à la garrigue très sèche qu'on a dans le sud. Dans les milieux, c'est là où on aura le plus d'espèces. Dans les forêts aussi, qui sont des milieux plus fermés où on aura un peu moins d'espèces. Dans les lacs et aussi haut en altitude. Donc c'est des milieux, partout où vous irez, vous pourrez avoir des espèces de punaises qui vont être un cortège différent pour chaque type de milieu. Mais dans chaque milieu, dans une prairie par exemple, on va avoir des espèces différentes selon les strates de végétation. On va avoir les espèces qui vont être plus vivre dans les milieux herbacés, donc sur les fleurs, sur les plantes basses. On va en avoir qui vivent dans la strate arborée ou arbustive, donc dans les feuilles des arbres, mais aussi sous les écorces, par exemple. Et on va avoir la strate mucinale, donc au niveau de la mousse. Donc elles vont vivre soit au sol, soit dans la mousse carrément, soit s'enterrer vraiment dans le sable. Pour les milieux aquatiques, on a à la fois les espèces qui vont vivre sous l'eau, mais aussi celles qui vont marcher sur l'eau. Et on va voir qu'il y a différentes adaptations à cela. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais où est-ce qu'on les trouve? Comment on les trouve? Là, je vous ai mis tout un panel diversifié pour chercher les punaises, mais on va se concentrer sur 3 grands types de recherche. On a tout d'abord le fauchage, qui est la photo à gauche. Donc, c'est comme un filet à papillons, mais qui est plus résistant. Et donc, du coup, il nous permet de faucher la végétation, donc de faire des allées et venues dans la végétation pour que toutes les espèces de punaises qui vivent sur les plantes basses se retrouvent projetées à l'intérieur et qu'on puisse les observer. On a aussi le battage, qui, eux, permettent de dénicher les espèces qui vivent sur la strate arborée, tout simplement en tendant un drap, donc ça peut être simplement une thé d'oreiller, très facile à fabriquer, et en tapant les branches au-dessus. Donc les espèces qui sont accrochées sur la branche finissent par tomber sur le drap et on peut les observer. Et une autre manière facile à trouver, là il n'y a pas besoin de matériel, c'est simplement de soulever des pierres. Soulever un peu les débris qu'on voit au sol et les punaises peuvent se cacher dessous. Comment ça vit une punaise? Eh bien, tout d'abord, on a le stade d'œuf, comme pour tout le monde. Donc, les œufs sont souvent cylindriques à plus ou moins allongés. Et selon les espèces, elles peuvent pondre de 5 à plusieurs centaines d'œufs. Il y a 1 à 3 pontes par an, donc ça dépend combien il y a de cycles au sein d'une même année. Combien de générations il y a au sein d'une même année. Et ça fait de 0,4 à 1,5 mm. Il faut donc avoir de l'œil. Souvent, les pontes sont assez regroupées. Ces œufs peuvent avoir des soins maternels. On a quelques espèces en France qui le font. Je précise que toutes les photos qui ont été prises sont des espèces françaises et des choses qu'on peut observer en France, même dans votre jardin. Ça, c'est super important. Il n'y a pas besoin d'aller dans les pays tropicaux pour voir des choses magnifiques. Du coup, dans les espèces qui font des soins maternels, on a certaines espèces qui vont recouvrir leur ponte de leur corps, comme ceci, et en fait, qui vont protéger leurs œufs de tous les prédateurs. Donc, dès qu'un prédateur approche, ils vont monter la garde et défendre leurs jeunes. Donc, ça défend les œufs, mais une fois que les œufs sont éclos, la mère a tendance à rester dessus, ce qui peut montrer ce genre de photos assez amusantes, où les jeunes aussi peuvent commencer à devenir presque aussi grands que la maman. Et on a une autre espèce, c'est les 2 photos à droite, qui a été surnommée la punaise aux œufs d'or, où en fait, pour protéger mes œufs, je vais les pondre sur une autre punaise. Donc une punaise de ma propre espèce, mais en fait, je ne suis pas assez souple pour pondre sur moi-même. Donc, je ponds mes œufs sur vous, vous pondez vos œufs sur moi,
Et en fait, comme ça, dès qu'il y a un danger qui approche, hop, je me sauve et je me sauve avec tous vos œufs que j'ai sur mon dos, ce qui permet de beaucoup mieux les protéger. Et ça, peu importe le sexe, que ce soit mâle ou femelle, ça n'a pas d'importance. Juste, il faut croiser un congénère pour pouvoir pondre sur lui ou sur elle. Ensuite, pour les punaises, il faut savoir que lorsqu'elles grandissent, ce sont des insectes hétérométaboles, ce qui signifie que les jeunes punaises ressemblent à des punaises adultes, mais n'ont juste pas encore la taille adéquate et les organes complètement développés, notamment les ailes. On peut voir là que, hop, il n'y a pas du tout d'ailes et qu'au fur et à mesure, on a des petits fourreaux à l'air qui s'agrandissent. Si je vous fais un zoom, là, vous allez beaucoup mieux les voir. Et là, on ne les voit plus du tout. Et l'adulte donne ceci. Le dimorphisme sexuel chez les punaises est peu développé. Il y a surtout un différentiel de taille qui peut être plus ou moins marqué et on peut avoir un dimorphisme à l'air. Donc ça signifie que selon les sexes, on peut avoir par exemple ici un mâle qui va avoir de longues ailes qui vont recouvrir la totalité du corps, alors que les femelles sont brachytères, elles ont des ailes plus courtes que le corps. Mais ça ne concerne que quelques espèces. Si vous voulez être sûr du sexe de votre punaise, mais je ne pense pas que beaucoup de personnes se posent la question, il suffit de regarder l'extrémité de l'abdomen, le dessous de l'abdomen, et en fait, on voit que chez les mâles, c'est en un seul bloc, alors que chez les femelles, c'est en 4 parties. Et comment ça se reproduit? En fait, on va avoir de la reproduction sexuée pour la quasi-totalité des espèces, en fait. Donc simplement un mâle qui va féconder une femelle qui va ensuite pondre ses œufs. Mais vous avez sans doute entendu parler de l'insémination traumatique qui existe chez les punaises de lit, par exemple, qui existe chez quelques punaises en France, où en fait, le mâle va transpercer le corps de la femelle et va envoyer ses spermatozoïdes qui vont devoir eux-mêmes faire le chemin jusqu'à la zone à féconder. Donc peu importe la zone où il transperce le corps de la femelle. On a aussi de la parthénogenèse qui existe et qui est très rare, où en fait, il n'y a pas de mâle. Les femelles vont faire des clones d'elles-mêmes, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin de fécondation dans ce cas-là. On a des punaises qui vont s'accoupler pour beaucoup en opposition, donc dos à dos, et rester accrochées, ou alors côte à côte sur le même plan, dont l'angle varie, un peu comme les aiguilles d'une montre, ou en superposition. Donc là, c'est le mâle plus petit qui monte sur la femelle. Il faut savoir qu'un accouplement chez les punaises, ça dure de 10 minutes jusqu'à plus de 10 heures. Et pour rester accroché pendant tout ce temps, c'est le mâle qui va avoir au bout de l'abdomen des paramères. Donc ce sont des espèces de petits crochets qui permettent de se fixer à la femelle. Et les spicules, qui n'existent pas chez toutes les espèces, elles sont des petites pointes, des petits crochets qui sont directement sur le pénis et qui permettent de s'accrocher depuis l'intérieur. Pour passer l'hiver, il faut savoir que les punaises se mettent en diapause et restent en diapause entre 4 à 8 mois. Ça dépend des espèces, mais ça dépend surtout de la zone géographique. Par exemple, moi qui suis dans le sud, forcément il fait chaud plus longtemps et il fait chaud au printemps plus tôt. Donc du coup, la diapause dure moins longtemps. Ce sont souvent les adultes ou les œufs qui vont passer l'hiver puisque ce sont les organismes les plus résistants. On a aussi parfois des juvéniles âgés, donc de 5e stade. Où est-ce qu'ils passent l'hiver? En fait, ils vont se chercher un coin à l'abri du froid. Donc ça va souvent être sous les écorces, sous les pierres, les feuilles mortes, les mousses ou alors les rosettes des plantes hôtes. Par exemple, chaque punaise a des plantes particulières qu'elle apprécie et elles vont avoir tendance à se cacher sous les rosettes basales de leurs plantes préférées pour se cacher et passer l'hiver. On en a certaines aussi qui passent l'hiver près des fourmilières. Elles ont forcément une grande perte de poids due à la perte de réserve de graisse et de déshydratation, et forcément, ça peut aussi entraîner de la mortalité. Mais ça mange comment une punaise? On l'a dit tout à l'heure, les punaises ont un rostre, donc le rostre est ici. On voit la gaine, là, très grande et blanche, très large et blanche, qui sert de gaine protectrice. Et en fait, c'est le stylet, donc la petite pointe noire que vous voyez, qui va s'enfoncer dans l'aliment dont elle veut se nourrir. Et ensuite, elle va injecter sa salive et des enzymes digestives
Donc ça sera de la digestion externe, un peu comme les araignées. En gros, elle transforme le tout en smoothie avec le canal salivaire et avec le canal alimentaire. Ensuite, elle va siroter son smoothie et ça va lui permettre de manger. Mais ça mange quoi des punaises? Je vous ai mis pas mal de propositions différentes. À vous de me dire ce qu'elle peut manger. Vous pouvez cliquer sur plusieurs propositions. Et je vois que toutes les propositions reçoivent des votes. Je pensais qu'il y aurait des propositions avec moins de votes que ça, mais en effet, vous êtes très très fort. Parce que la réponse, c'est qu'en fait, elle va se nourrir de tout ça. La très grande majorité des punaises sont phytophages. Donc phytophages, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se nourrissent de plantes. Et notamment, elles sont opophages. C'est le terme spécifique puisqu'elles se nourrissent de la sève des plantes. Là, on peut voir les punaises dont leur rostre est enfoncé dans la plante et elle va se nourrir de la sève. Mais ce n'est pas le cas de toutes les punaises. On a aussi certaines qui sont carnivores. Donc là, on peut voir une punaise manger une autre punaise. Je précise que ce n'est pas du cannibalisme. Cannibalisme, c'est manger la même espèce. Or, si une espèce de punaise mange une autre espèce de punaise, elle est carnivore et non pas cannibale. On a aussi les punaises aquatiques qui sont majoritairement carnivores. Ensuite, on a quelques espèces cannibales quand même. On a des mycétophages. Donc, mycétophages, c'est qui se nourrissent de champignons. Détritivores, c'est qui se nourrissent de débris végétaux. Nécrophages, qui se nourrissent de cadavres. Et hématophages, qui se nourrissent de sang de mammifères. Donc, notre fameuse, par exemple, punaise de lit dont tout le monde parle, en fait, c'est une toute petite famille avec seulement quelques espèces dont la plupart se nourrissent soit de chauves-souris, soit des oiseaux. Et il y en a une qui s'est adaptée à l'homme. Il faut savoir que les espèces phytophages peuvent améliorer leur régime alimentaire, le compléter avec un régime nécrophage ou coprophage, donc soit les cadavres, soit les crottes, parce que du coup, elles n'ont pas ce qu'il faut pour s'attaquer à des proies, mais elles complètent leur régime alimentaire avec des besoins animaux, des protéines animales. Et à l'inverse, elles se font aussi manger. Elles se font manger par des carnivores et notamment par les araignées. Il y a beaucoup d'araignées qui vont s'attaquer aux punaises. Et on va voir que d'autres prédateurs, qui sont habituellement prédateurs d'autres insectes, les punaises, ça les repousse un peu et on va voir leur mécanisme de défense un peu plus loin. On a aussi d'autres punaises, tout simplement, qui se mangent entre elles. Et ensuite, on a du parasitisme. Donc, le petit point blanc que vous voyez sur la photo, c'est un œuf de mouche, dont la larve va se nourrir de l'intérieur de la punaise. C'est son cycle de vie, c'est ce qui lui permet de se nourrir et de faire sa croissance. Le mécanisme de défense principal de la punaise, c'est la fuite. Donc, soit l'envol pour les punaises qui sont ailées, mais toutes les punaises n'ont pas d'ailes, ou alors la thanatose. La thanatose, c'est un mot simple en fait qui veut simplement dire faire le mort. C'est quelque chose que vous avez tous vu. Vous vous approchez d'un insecte et paf, il tombe au sol. C'est pas parce qu'il a chuté, c'est simplement parce qu'il a lâché prise et que justement, il se fait passer pour mort. Puisque si vous êtes un prédateur et que vous cherchez une proie vivante, bah, vous n'avez pas envie de manger un cadavre. On a aussi des mécanismes de mimétisme, donc être cryptique, donc ressembler à son environnement. Ici, on a une punaise qui ressemble à une graine. Encore une fois, si on cherche un insecte à manger, bah, c'est qu'on ne s'intéresse pas à une graine à manger. On a aussi la punaise en dessous qui est encore plus maligne. Elle est enduite d'une substance un peu gluante, un peu collante. Et en fait, elle va, en se baladant, ramasser un peu toutes les cochonneries qu'elle croise. Donc là, on a une punaise qui est recouverte de poussière, parce que je l'ai trouvée dans ma maison. Mais on peut aussi avoir une punaise recouverte de terre, de sable, ou même une fois, on m'a ramené une photo d'une punaise comme, de la même espèce, mais qui était entièrement rose, parce qu'elle avait vécu dans la salle de bain et était recouverte de savon. C'est très particulier à voir. On a ensuite du mimétisme qui s'appelle de l'aposématisme. Donc l'aposématisme, c'est être recouvert de couleurs, d'une association de couleurs jaune et noir ou alors rouge et noir qui évoque le danger
et le fait qu'on puisse être empoisonné, par exemple. Donc ça, les prédateurs, c'est un signal qu'ils connaissent bien et dont ils font attention et qu'ils évitent à tout prix. Sachant qu'on peut avoir des couleurs aposématiques, mais être totalement inoffensif. Vous pouvez y aller au bluff en disant oui, oui, je suis grave empoisonné, hein, me mange pas. Et ça peut passer. Ensuite, on a le mimétisme bathésien. Le mimétisme bathésien, c'est en fait le fait de ressembler à un autre insecte qui lui peut sembler dangereux. Par exemple, on a cette punaise, pardon pour le lapsus, qui justement se fait passer pour une fourmi. En fait, elle a une partie de l'abdomen qui est blanc et du coup, de loin, on a vraiment l'impression d'un rétrécissement et du fait que ça ressemble à une fourmi. Et une fourmi, ça peut piquer et les prédateurs, ils font un peu plus gaffe. Pourquoi ça pue une punaise et comment ça marche? En fait, les punaises, elles ont des glandes odorantes qui vont sécréter une mauvaise odeur. Chez les juvéniles, on va avoir les glandes odorantes qui vont être sur le dessus de l'abdomen. Sauf que, vous vous doutez bien, une fois qu'il y a les ailes au-dessus, en fait, on ne peut plus sécréter d'odeur. Du coup, lorsqu'elles sont adultes, ça passe en dessous de l'abdomen, juste ici et ici. Bon, ok, on sait comment ça marche. Il y a une glande odorante, la goutte sort par ce petit trou, elle roule sur la petite rigole qui est ici, et ensuite elle s'étale sur l'air évaporatoire pour bien s'étaler, pour que tout de suite ça s'évapore plus et donc ça sente plus vite et plus longtemps. Dans les détails, c'est surtout une utilité défensive. En fait, donc ça a une très forte odeur et ça a aussi très mauvais goût. Ce qui fait que si je suis une punaise, un oiseau me mange et sécrète cette odeur nauséabonde. Forcément, en fait, j'ai tellement mauvais goût qu'il va me recracher. Bon, du coup, vu qu'il m'a mangé, je suis en très mauvais état ou alors je suis morte. Mais ça sert de mécanisme de défense à toute la population. C'est-à-dire que toutes les punaises qui me ressemblent vont être protégées puisque l'oiseau va se souvenir que j'étais très mauvaise à manger et qu'il ne faut plus jamais manger ça. C'est donc une défense à la fois individuelle, mais aussi collective. On a aussi une utilité sexuelle pour se retrouver ou d'agrégation. C'est le cas par exemple des gendarmes où dès qu'ils trouvent un endroit sympa, ils sécrètent une odeur en disant « Hé les copains, venez voir, ici c'est pas mal ». Et ce qui permet ces grands rassemblements. Malgré tout, et malgré la mauvaise réputation des punaises, on a des espèces qui sont totalement inodores, qui n'ont pas de glande odorante tout simplement, et qui ne peuvent pas sécréter d'odeur. Attention, là je précise que c'est juste du caca de punaise. On a bien vu que les punaises sécrétaient leur odeur depuis le dessous de l'abdomen, pas depuis l'extrémité. Et enfin, on a quelques punaises qui sentent bon, qui sentent la pomme ou alors qui sentent la poire. Au début, on ne me croit pas trop, mais dès que je fais sentir à quelqu'un, il est convaincu. Ça sent un peu le bonbon à la pomme ou les bonbons à la poire, un peu acidulés. Et du coup, là, je suis à la fin de mon diapo et je vais vous parler un peu des ressources que vous pouvez utiliser si je réussis à vous rendre curieux sur les punaises, puisque ce n'est pas en quelques minutes que je pourrais vous faire un cours entier dessus. En fait, je vous disais qu'on avait pas mal de ressources bibliographiques. Donc, on a différents livres, dont des atlas qui existent dans différentes régions de France. Si vous cherchez à faire les identifications, on a toute la série des faunes de France qui représentent une sacrée quantité de livres puisqu'ils sont chacun spécialisés sur certaines familles de punaises. On a certains sites internet, comme par exemple British Bug, où là, c'est une galerie photo. Donc, c'est vraiment pour débuter. Attention, bien sûr, par contre, de ne pas aller au bout de l'identification avec ça. Ça sert d'aide, mais ce n'est pas exhaustif pour la France, puisque c'est British. Ensuite, on a un logiciel qui s'appelle Coriza et qui est un logiciel d'illustration de 2400 espèces qui est du coup très utile et très utilisé. En France, on a une association qui s'appelle Zicrona qui regroupe en fait tous les passionnés et tous les amoureux de punaises. Si vous cherchez plus de biblios, de PDF ou de documents pour commencer et débuter sur les punaises, il y a le site Monde des minuscules où vous pouvez chercher de la biblio. Et enfin, le meilleur pour la fin, depuis cette année, l'OPI a lancé une formation punaise à son catalogue et elle va être reconduite l'année prochaine. Donc, si vous vous intéressez aux punaises,
faut pas hésiter à vous inscrire. Le catalogue 2026 n'a pas encore été lancé, mais vous pouvez vous abonner pardon, à la newsletter des formations et vous serez au courant dès que ça sera sorti. Et voilà pour moi. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Je vois qu'il y a Naloën. Clémence qui est dans le chat et qui a participé à la formation. Bah, merci beaucoup. Je rajoute ma petite touche. Moi, tu m'as fait sentir la punaise qui sent la poire et je Ah! confirme, c'est extrêmement impressionnant. Ça sent vraiment le yaourt aromatisé, thé chimique, comme on imagine l'odeur de poire, très fort. N'hésitez pas dans le chat, si vous avez des questions, on va pouvoir faire remonter ça avec Lisa. Mais je suis contente que la présentation vous ait plu. J'ai noté Merci une beaucoup première pour les question, messages. c'était: «Est-ce qu'il y a des punaises dans les océans?» Oui, il y en a une qui est connue et c'est une espèce, de la famille des gérisses. Donc on a vu que les gérisses, ce sont celles qui sont appelées, heu, de manière simplifiée araignées d'eau, mais qui sont bien des punaises et celles-ci se baladent, majoritairement sur, les mares, les rivières, les lacs et compagnie. Mais on a une espèce, qui se trouve, vraiment, dans l'océan et très loin des côtes. Donc ça, c'est assez surprenant. Après, je pourrais pas donner beaucoup plus de notions d'écologie puisque j'ai surtout des connaissances sur les espèces françaises. J'ai vu une autre, petite question, notamment savoir si ce webinaire allait être, rediffusé quelque part. Oui, le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube OPTV. Je vais vous remettre le lien, dans le chat, que vous puissiez avoir du coup accès à ce webinaire quand il sera en ligne, mais aussi tous les autres, puisque ce cycle de webinaires, est à presque 6 ou 7 webinaires par an. Donc si d'autres insectes vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver d'autres sujets que nous avons déjà traités, sur notre chaîne YouTube. Hem, il y a une question aussi, est-ce qu'il y a des punaises invasives en France? Oui, on a des espèces invasives, notamment qui sont importées, en fait, en même temps que les plantes. Je vous ai dit tout à l'heure que les punaises, on avait certaines espèces qui s'étaient très spécialisées sur certaines plantes et du coup, donc elles ne vivent que sur leurs plantes hôtes et lorsqu'une plante est importée en France, bah, en fait, souvent, on a les insectes qui sont associés, qui sont embarqués avec et donc on a plusieurs espèces qui ont été rapportées en France de cette manière. Merci beaucoup. Il y a une question, est-ce que les punaises utilisent d'autres méthodes de défense que l'odeur et l'apparence physique? Sinon, c'est les principaux, mécanismes de défense, hein. C'est vraiment, la fuite ou alors se cacher ou alors, sentir mauvais. C'est-à-dire que c'est très efficace. Non, mais il y en a qui sentent la Hem poire. Oublie pas Léna, la poire, pense à la poire. La punaise qui sent la pomme, dans quel milieu est-ce qu'on pourrait la retrouver? Entre parenthèses, c'est pas du tout pour la sentir, 3 petits points. Sur les genêts, cherche sur les genêts. C'est celle qui te dit, coucou et qui te demande si elle a des questions. Est-ce que La certaines reconnaissance. punaises sont porteuses de parasites? C'est-à-dire porteuses de parasites? Elles sont, si c'est la question c'est est-ce qu'elles se font manger par des parasites? Oui. On a justement, les œufs de mouches qui peuvent les manger, dont la larve va s'introduire à l'intérieur pour les manger. Par contre, on va pas avoir d'espèces qui vont nous transmettre, nous, des parasites. Il faut savoir qu'en France, en fait, on n'a aucune espèce qui est, dangereuse, qui transmet des maladies ou des parasites ou quoi que ce soit. Peut-on utiliser les punaises nécrophages dans l'entomologie forensique? Oh, bonne question ça. Je la note, on me l'a jamais posée. Je ne sais pas répondre à cette question. Sont-elles les seuls insectes omnivores? Elles sont pas omnivores. On va avoir, des punaises qui sont phytophages ou alors carnivores. En fait, ça va vraiment le régime alimentaire très varié que je vous ai présenté, j'ai peut-être pas été assez claire, mais du coup, ça va dépendre de chaque espèce. On va avoir des espèces qui vont être uniquement carnivores et qui vont avoir des adaptations morphologiques pour ça.
elles peuvent par exemple avoir des pattes ravisseuses pour capturer leur proie. On a seulement des exceptions pour les punaises qui sont phytophages, où elles peuvent compléter leur régime alimentaire de manière différente, justement sur des cadavres, mais on ne peut pas vraiment appeler ça omnivore, c'est plus un peu de l'opportunisme. Et elles restent majoritairement phytophages. Le fait de répondre, excusez-moi, le fait de pondre les œufs sur d'autres punaises signifie qu'elles peuvent être utilisées comme lutte biologique? Dans quel cadre de lutte biologique? Parce que là, Excusez-moi. en fait, faudrait préciser la question parce que, en fait, c'est une seule espèce qui fait ça en France et c'est seulement pour protéger ses œufs. Donc, la punaise va pondre sur ses congénères pour protéger ses œufs puisque quand la punaise va fuir face à un danger, elle va embarquer ses œufs et du coup protéger les œufs en même temps. Mais du coup, j'ai du mal à voir en quoi, ça pourrait être utile dans la lutte biologique. Je pense que la personne avait peut-être pas compris que c'était punaise de la, enfin, l'intérêt de pondre ses œufs et que Mmh. c'était pas. Est-ce qu'une liste rouge régionale est en élaboration? Liste rouge pour l'instant non, mais par contre on a différentes listes ZNIEF, donc zones, naturelles d'intérêt, faunistique et floristique qui sont déjà disponibles pour plusieurs régions de France. La plupart ne concernent pas la totalité des punaises, donc les 1 400 punaises, mais plutôt la superfamille des Pentatomoidea, donc c'est vraiment la forme classique de la punaise bouclier, qu'on s'imagine. Qui sont souvent pris en compte puisque c'est celle où on a le plus de participation, le plus de données et où on a le plus de connaissances pour dire si elles ont un statut ou pas. Mais pour l'instant, pas de liste rouge. Est-ce que tu saurais dire quelle mouche s'attaque aux punaises? On Euh, parasite les c'est punaises, je pense. c'est la famille des tachinidae, c'est une tachinaire, mais je me souviens plus de l'espèce de mouche qui fait ça. C'est chez les Euh, tachinidae. Comment peut-on les protéger, rendre nos jardins et balcons plus accueillants? Laisser des plantes? Plus sérieusement, en fait, ça va être comme on a des espèces qui vont être à la fois adaptées selon les strates de végétation, mais aussi les espèces végétales, il faut simplement avoir un jardin le plus naturel possible où on va, débroussailler, pas trop souvent, pas de produits chimiques évidemment et ne pas planter d'espèces, de plantes indigènes. En fait, plus vous allez avoir des espèces de plantes du coin, donc qui vont naturellement pousser chez vous et plus vous aurez de punaises. Les punaises sont-elles impactées par le changement climatique, par les pesticides, par la destruction de leur environnement? Comme tous les autres insectes, j'ai envie de dire, hein, forcément, destruction des habitats, les produits chimiques, ça les tue, tout comme les autres. Donc vraiment au même titre que les autres insectes. Pas de trucs particuliers ou pas assez de connaissances particulières pour les comparer aux autres insectes. Euh, Punaise de lit, que faire? Comment? Allez, qu'il y en ait une punaise de lit, que faire? Ah! Punaise de lit, que faire? Donc je disais tout à l'heure qu'en effet, il n'y a pas de transmission de maladies, de parasites et compagnie. Par contre, les punaises de lit, en effet, elles sont nocives juste de par leur, elles sont chiantes quoi, elles piquent et du coup, faut les dégager de chez soi, ça c'est évident. Le plus simple, c'est de ne pas faire venir de spécialistes forcément qui va mettre du produit chimique de partout parce que les produits chimiques qui sont nocifs pour les punaises sont aussi souvent nocifs pour vous. Ce qu'il faut faire, c'est, tout laver à très fort degré ou alors tout mettre au congèle, tout aspirer, je me souviens plus de toutes les différentes techniques qu'il faut, mais en gros, elles meurent à très forte chaleur ou alors très basse température. Moi, j'ai un pic de vapeur, un nettoyeur vapeur qui Mmh. va sur les textiles. Voilà, je sais que ça marche bien. C'est très forte chaleur, typiquement. Euh, Quelle formation avez-vous et quelle mission menez-vous au sein de l'OPI? Du coup, moi, je suis chargée de mission entomologiste, donc je travaille notamment sur les papillons, les libellules et les orthoptères. Donc orthoptères, c'est criquets et sauterelles notamment.
Et du coup, j'ai des missions, notamment d'inventaire et de suivi des espèces dans les différents milieux, soit pour, mettre en place, de la gestion, soit pour, acquisition de connaissances et savoir, quel cortège, d'insectes on a, s'il y a des espèces qui sont, menacées, à protéger et cetera. Et parfois j'ai des missions du coup de formation. C'est moi qui fais la formation punaise, par exemple, et des missions de vulgarisation, entre autres. Les punaises peuvent-elles être utilisées comme indicateur de la qualité environnementale? Oui, bien sûr. En fait, les punaises sont intéressantes parce qu'elles vivent dans tous les types de milieux, mais surtout parce qu'il y a des espèces qui sont extrêmement spécialisées. Par exemple, sur le littoral, vous allez avoir des espèces typiques de milieux dunaires et si vous faites un inventaire et que vous ne retrouvez pas ces espèces-là, c'est que justement votre milieu dunaire est très dégradé et c'est anormal. Donc on peut s'en servir de cette manière. Ça n'a pas encore été trop fait, mais ça pourrait tout à fait être le cas. Pourquoi certaines punaises rentrent en grande quantité dans les maisons et deviennent un problème à la campagne des punaises de couleur verte et dites diaboliques? Alors, les punaises de couleur verte, ce ne sont pas les punaises diaboliques. Les punaises diaboliques, c'est une espèce de punaise, Haliomorpha alice, qui est brune. Et donc ça, c'est pour le premier point. Et le deuxième point, du coup, elles rentrent dans les maisons tout simplement parce qu'il fait chaud. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment qu'il y a l'hiver qui approche. S'il fait trop froid, je meurs. Où est-ce que je peux me cacher? Et là, il y a des petits abris qui existent, qui sont chauffés l'hiver, etc. Et c'est merveilleux. Donc du coup, elles vont se réfugier chez vous. Elles ne sont pas un danger, elles vont pas vous menacer, elles vont pas vous piquer, elles vont pas envahir la totalité de la maison. Si cela vous dérange, en fait, faut pas les tuer pour le coup. Faut juste simplement les sortir de chez soi. Donc ça peut être, à l'aide, d'une feuille, d'un verre, peu importe, n'importe quel récipient et les mettre dehors et être patient. Hem, Combien de temps peut vivre une punaise? Ça va dépendre des espèces, mais la majorité, on a des espèces qui vont vivre quelques mois et d'autres qui vont vivre sur un cycle annuel, entre l'œuf, les juvéniles et les adultes. Il y a un inventaire participatif en cours sur les punaises. Un inventaire participatif? Il y a pas de projet d'inventaire participatif, particulier. Là où vous pouvez vous rapprocher, c'est se renseigner dans la région où vous êtes, savoir s'il y a des atlas en cours, où là, bah, vous pouvez, participer avec, des photos pour, transmettre le plus de données possible. Mais j'ai envie de dire, peu importe en fait, par exemple, on a l'application qui fonctionne aussi sur ordinateur, iNaturalist, qui permet de prendre en photo des insectes ou autres organismes vivants, puis de les identifier et de les faire confirmer par des spécialistes. Et ça sera toujours utile parce que si par exemple un jour je me motive à faire un atlas des punaises en Occitanie, bah, ça veut dire que pendant plusieurs années, j'avais pas lancé d'inventaire participatif, mais pendant plusieurs années, vous avez transmis vos photos, vous avez transmis vos données, et du coup, ça va me permettre peut-être de faire un atlas punaise en Occitanie un jour. Justement, une petite question sur, iNaturalist. On me demande: «Peut-on se fier à ce site pour identifier les punaises?» Oui, en fait, du coup, iNaturalist, comment ça fonctionne? Vous mettez votre, photo en ligne. On a l'intelligence artificielle qui vous propose un nom qui est plus ou moins correct. Sur les punaises, souvent, il arrive à aller jusqu'au genre, ça va. Mais en fait, l'utilité d'iNaturalist, c'est surtout que la communauté, un peu comme, les forums à l'ancienne, en fait, vous allez avoir des personnes qui connaissent bien le sujet, qui vont regarder les photos et voir, pour dire, «Oui, c'est bien ça» ou alors: «Ouh là, non, c'est trop précis, il faut remonter jusqu'au genre parce qu'il y a trop de, il y a 3 espèces qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau et il aurait fallu, examiner tel ou tel critère qu'on ne peut pas voir sur la photo». Donc c'est ça qui fait la fiabilité d'iNaturalist. Je vois pas mal de questions qui redemandent un peu, comment démarrer, enfin quel ouvrage, aller voir. Peut-être tu peux remettre la liste des Ouais. ressources? Pour commencer les punaises, alors on avait cet ouvrage-là qui est excellent sur les pintataos.
Malheureusement, il n'est plus édité, on espère qu'il sera réédité. Selon la région où vous êtes, vous avez différents atlas. Par exemple, là, on a l'atlas de Franche-Comté, mais il y a un article en PDF qui est sorti aussi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, si vous voulez commencer, du coup, sur mon site internet, sur mondedeminuscules.fr, vous avez beaucoup de ressources biblio sur les punaises, et notamment avec un sigle selon si c'est pour débutants, pour commencer, ou s'il faut déjà avoir pas mal de vocabulaire. Donc c'est là que vous allez pouvoir piocher un peu le plus de ressources, où ça va être centralisé et ça va vous éviter d'avoir à fouiller tout Internet. Et sinon, ouais, les sites comme British Bug, qui sont une galerie photo, ça c'est pas mal pour débuter, pour déjà au moins essayer de comprendre un peu les différentes familles, ou la galerie Insect.org par exemple. Super, bah, merci beaucoup. Et Théali a raison dans le chat, elle dit qu'il y a une clé des Pentato et une des Tingidés de Belgique qui est très simple à prendre en main. C'est vrai que je les oublie, mais elle a raison. Il manque des espèces par rapport à la France, mais elle est très bien pour débuter. Peut-être on peut faire une dernière question. Est-ce que les punaises entrent en compétition avec d'autres espèces d'insectes dans un milieu? Par exemple, compétition pour de la nourriture ou autre? Euh, c'est pas trop le cas, puisqu'en fait, les punaises, donc la grande majorité des punaises sont opophages, hein, donc se nourrissent de sève, et elles sont pas en très grande quantité. Donc, en fait, même la plante sur laquelle elle va se nourrir, à moins qu'il y ait des grosses densités, ce qui est très rarement le cas, la plante sur laquelle elle vit, bah, en fait, il peut y avoir plusieurs punaises qui vivent dessus et qui vont s'en nourrir, et ça posera aucun problème ni à la punaise, ni à la plante, ni du coup aux autres insectes avoisinants. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence alimentaire là-dessus. Merci beaucoup. En fait, j'ai une dernière question et c'est une question de moi. C'est quoi ta punaise préférée? Ah non, pas cette question. Euh, voyons, une seule espèce, ça serait trop compliqué à dire, mais j'ai une famille préférée. Où est-ce que j'ai une photo? Ma famille préférée, c'est celle des Tingidés, c'est celles qui sont appelées les punaises dentelles. Oh, j'ai pas mis de photo. Ah si, là. Va falloir que je rajoute plus de photos de Tingidés. C'est ces punaises-là, c'est les punaises dentelles qui ressemblent, bah, comme on les appelle, à de la dentelle. Et elles sont assez petites, mais très élégantes. Et c'est vraiment, c'est mes chouchous. Et elles, par exemple, c'est une famille qui est très spécialisée sur leurs plantes hôtes. Donc on va les trouver sur un genre ou une plante très précise, quoi. Super. Bah, un grand merci du coup. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous voulez retrouver du coup ce webinaire dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube OpiTV. Vous pouvez aussi y retrouver les playlists de nos webinaires passés avec plein de choses très intéressantes. Donc si vous aimez les insectes, foncez, c'est génial. On se retrouve aussi sur notre site insect.org si vous voulez retrouver diverses ressources ou alors voir un peu les actions de l'OPI. Et n'oubliez pas d'adhérer si vous voulez soutenir notre travail. Merci beaucoup à tous et puis bonne soirée.